Elle le traitait comme un objet, silencieux, remplaçable, invisible. Elle l'a licencié pour une faute qui n'était pas la sienne, sans jamais imaginer que l'homme humilié serait celui qui révélerait les secrets les plus sombres de sa famille, et le seul capable de l'aimer quand tout s'effondrerait. Le moteur ronronnait doucement, une mélodie feutrée qui contrastait étrangement avec le tumulte de la place Vendôme, baignée par les lumières dorées du crépuscule parisien. Antoine, 28 ans, les mains serrées sur le volant de la Rolls-Royce Phantom, observait le balai des limousines et des taxis, un voile de résignation dans le regard. Son uniforme impeccable, d'un noir profond, épousait sa silhouette élancée, mais ne pouvait masquer la fatigue gravée sur son visage. Chaque soir, c'était le même rituel, attendre Clara Dubois, l'héritière de l'Empire Dubois, un conglomérat qui s'étendait des hôtels de luxe aux maisons de haute couture. Antoine avait toujours travaillé dur. Fils d'une mère seule, il avait appris très tôt la valeur de chaque franc gagné. Après le lycée, il avait enchaîné les petits boulots avant de trouver sa place comme chauffeur. Ce n'était pas le métier de ses rêves, mais il payait les factures, assurait un toit au-dessus de la tête de sa mère et de sa petite sœur, Élise, qui rêvait d'étudier l'art. Ses propres rêves, ceux d'ouvrir un petit atelier de menuiserie, s'étaient estompés, relégués au rang de doux fantasmes. La réalité était une course constante contre le temps et les dettes. Clara Dubois, 25 ans. Son nom seul évoquait le luxe, le pouvoir, l'arrogance. Elle était la quintessence de la jeunesse dorée parisienne, belle, intelligente, mais d'une cruauté désinvolte qui lui tordait l'estomac. Antoine avait été son chauffeur personnel pendant près d'1 an, et chaque jour était une épreuve. Elle le traitait comme une ombre, un objet sans âme, bon à ouvrir des portes et à obéir. Ses remarques cinglantes, ses reproches injustifiés, ses caprices incessants étaient devenus le quotidien d'Antoine. Il serrait les dents, pensant à Élise, à sa mère malade et à l'argent qui, chaque mois, arrivait juste à temps. Ce soir-là, Clara sortait d'une vente aux enchères caritatives, vêtue d'une robe de soirée vert émeraude qui semblait avoir été tissée de rêves et de millions. Ses cheveux blonds, parfaitement coiffés, encadraient un visage aux traits fins, souvent marqué par une moue dédaigneuse. Elle était accompagnée de Maxime Valois, son fiancé, un homme d'affaires élégant et suffisant, héritier d'une dynastie bancaire. Ils riaient, leur voix cristalline portant jusqu'à la voiture. Antoine ouvrit la portière arrière, son geste mécanique et impeccable. Clara s'engouffra à l'intérieur, suivie de Maxime. « À la villa, Antoine !» dit-elle d'une voix lasse, à peine un murmure. Puis, comme une pensée soudaine, elle ajouta, son ton devenant plus aigu. « Et cette fois, évitez de prendre le boulevard Haussmann. Je déteste les embouteillages. Trouvez un autre chemin, même si cela implique de traverser les quartiers populaires. Je ne veux pas être en retard pour mon appel. » Son regard, un instant, croisa celui d'Antoine dans le rétroviseur. Un regard vide, sans reconnaissance, comme si elle parlait à un mur. Antoine sentit la brûlure de l'humiliation. Traverser les quartiers populaires, comme si c'était une punition, une route à éviter, un monde à mépriser. Il connaissait ses rues, ses visages, ses vies. C'était son monde. Il démarra en douceur, le silence dans l'habitacle lourd de la condescendance de Clara. Le trajet fut long, les rues étroites et animées des faubourgs contrastant avec le luxe feutré de la voiture. Antoine prit un raccourci par une ruelle sombre, espérant gagner du temps. Soudain, un bruit sourd. Un chat avait traversé la route et Antoine avait donné un coup de volant pour l'éviter, frôlant une poubelle. Le choc fut minime, mais suffisant pour faire basculer le sac de Clara, posé sur le siège, et en faire tomber le contenu. Son téléphone portable dernier cri, des cartes de crédit et surtout un petit carnet en cuir rouge tombèrent sur le tapis de sol. « Antoine !» La voix de Clara claqua, perçante. « Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes aveugle? Mon sac, mon téléphone !» Antoine s'arrêta, le cœur battant. « Je suis désolé, mademoiselle. Un chat a traversé... » « Un chat? Vraiment? Vous êtes un danger public. Regardez ce que vous avez fait. » Elle ramassa ses affaires avec dégoût, son visage déformé par la colère.
Ses yeux s'arrêtèrent sur le carnet rouge. « Et mon carnet, ne le touchez pas !» Sans ménagement. Pour un chat, pour un carnet. Il sentit la honte monter, la rage bouillir. Il avait tout donné pour ce travail, encaissé les humiliations, sacrifié ses rêves. Et elle, en un instant, balayait tout. Son regard, un instant, se posa sur le carnet rouge que Clara serrait contre elle. Un carnet qui semblait contenir bien plus que de simples notes. Alors qu'il s'apprêtait à sortir, les mains tremblantes, il entendit Maxime chuchoter à Clara. « Ce carnet, c'est ta seule preuve, n'est-ce pas? Ne le perds jamais !» Antoine, viré, le cœur en miettes, venait de recevoir le coup de grâce. Mais au fond de lui, une étincelle s'allumait, une étincelle de colère, de détermination. Ce n'était pas fini. Le lendemain matin, le petit appartement d'Antoine, dans le 18e arrondissement, d'ordinaire rempli de la douce odeur du café et des rires d'Élise, était lourd d'un silence pesant. Antoine avait annoncé la nouvelle à sa mère, Marie, et à sa sœur. Le choc fut brutal. Marie, affaiblie par une maladie chronique, fondit en larmes. « Mais comment allons-nous faire, Antoine? Les loyers, les médicaments, ce travail était notre seule sécurité. » Élise, les yeux embués, serra son frère dans ses bras. « Ce n'est pas juste, Antoine. Elle n'avait pas le droit de te faire ça. » Il avait passé la nuit à ruminer les paroles de Clara, la froideur de son regard, le rire de Maxime. La colère s'était mêlée à un sentiment d'impuissance écrasant. Il avait appelé l'agence qui l'employait. Ils avaient confirmé son licenciement, sans plus d'explication. « Mademoiselle Dubois est une cliente importante, monsieur. Nous ne pouvons pas la contrarier. » Les portes se fermaient, une à une. Il chercha du travail désespérément. Il envoya des dizaines de CV, se présenta à des entretiens, mais rien ne venait. Son expérience de chauffeur personnel pour Clara Dubois, loin d'être un atout, semblait être un handicap. Les agences hésitaient, craignant de froisser une personnalité aussi influente. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en un mois. Les économies fondaient, comme neige au soleil. Les dettes s'accumulaient. Antoine se sentait de plus en plus isolé. Ses amis, des chauffeurs comme lui, comprenaient sa situation mais ne pouvaient pas l'aider. Il passait ses journées à errer dans les rues de Paris, le regard perdu, le cœur lourd. Il évitait de croiser le regard des passants, craignant de lire la pitié ou le jugement. Il se sentait coupable, responsable de la détresse de sa famille. Un après-midi, alors qu'il rentrait chez lui, le ventre vide et l'âme en peine, il croisa M. Henry, un ancien mécanicien à la retraite qui tenait un petit garage associatif dans le quartier. M. Henry, un homme sage aux mains toujours un peu sales et au sourire bienveillant, l'avait toujours apprécié. « Alors, Antoine, qu'est-ce qui te ronge comme ça ?» demanda-t-il, son regard perçant. Antoine, d'abord réticent, finit par tout lui raconter, la honte et la rage mêlées dans sa voix. Monsieur Henry écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps. « Clara Dubois, hein? Je connais bien les Dubois, des requins. Mais toi, mon garçon, tu n'es pas un poissonnet. Tu as de l'or dans les mains et pas seulement pour tenir un volant. » Il regarda les mains d'Antoine. « Tu as toujours eu un don pour la mécanique, pour comprendre comment les choses fonctionnent, comment les réparer, et un sens de l'observation aiguisé. Ça vaut plus que toutes les fortunes du monde. Ça ne rapportera pas grand-chose au début, mais ça te tiendra occupé. Et ça te rappellera qui tu es avant que cette Clara Dubois ne te fasse douter. Il y a des rumeurs de placements douteux, de dettes cachées. Parfois, la chute des uns fait la fortune des autres. Il faut juste savoir où regarder. » Monsieur Henry lui fit un clin d'œil, un sourire énigmatique sur les lèvres. Antoine, tenant la clé rouillée dans sa main, sentit une lueur d'espoir vaciller au fond de son cœur brisé. Et le souvenir du carnet rouge de Clara et des paroles de Maxime revint le hanter. La petite clé rouillée de Monsieur Henry devint la première pierre de la reconstruction d'Antoine. Le local, poussiéreux et exigu, sentait l'huile de moteur et le passé. Mais pour Antoine, c'était un sanctuaire, un refuge loin des regards apitoyés et des factures impayées. Il y passait ses journées à démonter, réparer et remonter de vieux moteurs de scooter et de vélos. Le travail était physique, exigeant,
Mais il retrouvait la satisfaction de ses mains habiles, la fierté de redonner vie à des machines. Monsieur Henry était un mentor bienveillant. Il lui apprenait les ficelles du métier, mais aussi la sagesse de la vie. Chaque machine a ses faiblesses, Antoine. Il faut les connaître pour mieux les réparer. C'est pareil pour les gens et pour les empires. Ces paroles résonnaient dans l'esprit d'Antoine, qui avait commencé à observer le monde différemment. Il ne voyait plus seulement les apparences, mais cherchait les rouages cachés, les fissures sous le vernis. Il avait toujours eu un sens de l'observation aiguisé, une qualité essentielle pour un chauffeur qui devait anticiper chaque mouvement. Mais maintenant, il l'utilisait pour autre chose. Il lisait les journaux économiques, écoutait les rumeurs du quartier, se tenait informé des affaires de la haute société. Les noms de Clara Dubois et de Maxime Valois revenaient souvent. Les rumeurs de M. Henry sur les problèmes financiers de Maxime n'étaient pas infondées. Des articles discrets mentionnaient des investissements risqués, des retards de paiement. Antoine, en réparant les véhicules des habitants du quartier, tissait un nouveau réseau. Il parlait avec les commerçants, les artisans, les livreurs. Il glanait des informations, des bribes de conversation, des détails qui, mis bout à bout, commençaient à former un tableau. Il apprit que la villa des Dubois, si luxueuse en apparence, avait des problèmes d'entretien coûteux, que Clara, malgré son arrogance, était souvent seule, son père, M. Dubois, toujours en voyage d'affaires, et sa mère, une femme mondaine, plus préoccupée par les galas que par sa fille. Il se souvenait des moments passés dans la Rolls, des longues heures d'attente. Il avait vu Clara pleurer en secret une fois, après un appel téléphonique. Il l'avait vue se disputer violemment avec Maxime. Il avait perçu derrière le masque de la milliardaire arrogante une jeune femme sous pression, peut-être même isolée. Cette observation ne gommait pas la douleur de l'humiliation, mais elle ajoutait une couche de complexité à son image. Il ne la détestait plus aveuglément, il la comprenait en partie. Son petit atelier commençait à attirer une clientèle fidèle. Il était honnête, méticuleux, et ses prix étaient justes. L'argent rentrait lentement mais sûrement, permettant de payer les factures et d'acheter les médicaments de sa mère. Élise, fière de son frère, l'aidait à nettoyer le local le week-end, et ses rires joyeux résonnaient à nouveau. Antoine se sentait revivre. Il n'était plus le chauffeur humilié, mais le mécanicien respecté, Antoine, l'homme qui se relevait. Un soir, alors qu'il fermait l'atelier, une vieille femme du quartier, Madame Leclerc, vint le voir, paniquée. « Antoine, mon petit-fils est malade. Il faut l'emmener à l'hôpital d'urgence, mais ma voiture est en panne, et les taxis ne veulent pas venir dans cette rue. » Sans hésiter, Antoine proposa de l'emmener avec sa propre voiture, une vieille Peugeot qu'il avait retapée. En chemin, Madame Leclerc, reconnaissante, lui raconta une anecdote. « Mon mari travaillait pour Monsieur Dubois, le père de Clara. Il était son chauffeur il y a longtemps. Il m'a raconté des choses. Des histoires de gros sous, de valises d'argent qui passaient d'une main à l'autre. Il disait que Monsieur Dubois avait des dossiers sur tout le monde, même sur sa propre famille. Un jour, il a perdu un carnet rouge, un petit carnet en cuir. Il était paniqué. Il disait que c'était sa vie dedans. L'humiliation lui avait coûté son travail, mais elle lui avait aussi donné une information précieuse, une information qui pourrait être la clé de bien des secrets. Il sentit une nouvelle détermination l'envahir. Il ne cherchait plus seulement à se relever, mais à comprendre, et peut-être à exposer la vérité. Les mois passèrent, et le petit atelier d'Antoine, l'atelier d'Antoine, devint une adresse prisée dans le quartier. Sa réputation d'honnêteté et de compétence dépassa bientôt les frontières du 18e arrondissement. Il avait embauché un jeune apprenti, un gamin débrouillard du quartier, et Élise l'aidait à gérer les comptes et la communication. Antoine avait retrouvé sa passion, son sourire, sa dignité. Il était un homme nouveau, confiant, respecté. Pendant ce temps, dans le monde des milliardaires, les choses commençaient à se gâter. Les rumeurs concernant les difficultés financières de Maxime Valois se confirmèrent. Ses investissements risqués avaient tourné au vinaigre et sa banque menaçait de retirer son soutien. La réputation de la famille Dubois était entachée par ces scandales naissants.
Monsieur Dubois, le père de Clara, était de plus en plus absent, laissant sa fille gérer les crises. Clara, elle, était sous une pression immense. Les médias s'intéressaient à elle, non plus pour sa beauté et son élégance, mais pour les problèmes de son fiancé et les rumeurs d'affaires douteuses de son père. Son arrogance habituelle se fissurait, laissant apparaître une femme stressée, isolée. Ses amis l'abandonnaient, ses soirées mondaines devenaient rares. Elle se retrouvait seule, confrontée à une réalité qu'elle avait toujours ignorée. Un après-midi, alors qu'Antoine livrait une moto réparée dans un quartier chic, il la croisa. Clara. Elle sortait d'un café, l'air fatigué, le visage sans maquillage, les cheveux simplement attachés. Elle ne portait pas de robe de soirée, mais un simple jean et un pull. Elle le regarda, d'abord sans le reconnaître, comme une passante lambda. Puis, ses yeux s'écarquillèrent. Elle le reconnut. Antoine, sûr de lui, la salua d'un hochement de tête poli, un sourire léger aux lèvres. « Mademoiselle Dubois, belle journée, n'est-ce pas ?» Clara resta figée, son expression mêlant surprise, gêne et une pointe de curiosité. « Antoine, c'est bien vous, mais qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je travaille, mademoiselle, mon atelier marche bien. Et vous ?» Elle hésita, cherchant ses mots. « Je gère les affaires. C'est compliqué en ce moment. » Son regard balaya la moto rutilante qu'Antoine venait de livrer. « Vous êtes mécanicien maintenant ?»« Oui, j'ai toujours aimé ça. C'est plus gratifiant que de conduire des gens qui ne vous voient pas. » La pique était subtile, mais elle atteignit sa cible. Clara rougit légèrement. Avant qu'elle ne puisse répondre, le client sortit du bâtiment, remerciant chaleureusement Antoine pour son excellent travail. Clara observa la scène, un mélange d'admiration et de confusion dans ses yeux. Le petit chauffeur qu'elle avait viré avec mépris était devenu un homme d'affaires respecté, visiblement heureux et épanoui. Les jours qui suivirent, Clara ne put s'empêcher de repenser à cette rencontre. L'image d'Antoine, si sûr de lui, si différent, la hantait. Elle se sentait étrangement mal à l'aise. La Rolls-Royce, qu'elle conduisait elle-même depuis le départ d'Antoine, commença à avoir des problèmes, des bruits étranges, des pannes récurrentes. Son nouveau chauffeur était incompétent et les garages habituels ne trouvaient pas la cause du problème. Un soir, la Rolls-Royce tomba en panne en plein milieu des Champs-Élysées. Clara, furieuse et paniquée, tenta de joindre Maxime, mais il était injoignable. Elle appela son père, qui était à l'étranger. Personne ne pouvait l'aider. Les regards des passants, les klaxons des voitures, la mettaient dans un état de stress intense. Elle, la milliardaire, était bloquée, impuissante. Dans un élan de désespoir, elle se souvint d'Antoine. Il connaissait cette voiture comme personne. Il avait ce don pour la mécanique. Elle sortit son téléphone, ses doigts tremblants. Elle n'avait plus son numéro. Elle chercha l'atelier d'Antoine sur Internet. L'adresse s'afficha. Elle hésita, sa fierté luttant contre l'urgence. Elle déglutit. Elle n'avait pas le choix. Elle devait l'appeler. L'appel de Clara tomba comme un pavé dans la mare, un soir pluvieux où Antoine s'apprêtait à fermer l'atelier. Son téléphone afficha un numéro inconnu, mais une intuition le poussa à décrocher. « Allô ? Antoine, c'est Clara Dubois. » Sa voix était différente, sans l'arrogance habituelle, teintée d'une urgence et d'une gêne palpable. « Ma voiture, la Rolls. Elle est en panne sur les Champs-Élysées. Je suis bloqué. Mon chauffeur est parti et personne ne peut m'aider. Je me demandais si vous pouviez... Mademoiselle Dubois, je ne suis plus votre chauffeur. Et mon atelier est fermé. » Sa voix était neutre, sans émotion. « Je sais, et je suis désolé de vous déranger, mais vous êtes le seul qui connaisse cette voiture. Les autres garages ne trouvent rien. S'il vous plaît, Antoine, c'est important. J'ai un rendez-vous crucial demain matin et je ne peux pas me permettre d'avoir des problèmes de voiture. » La gêne dans sa voix était presque douloureuse à entendre. Antoine hésita. La tentation de refuser, de lui faire payer son ancienne cruauté, était forte. Mais il repensa aux paroles de M. Henry. « La vengeance peut te dévorer. » Il repensa à sa propre transformation, à l'homme qu'il était devenu.
Il ne voulait pas être comme elle. « D'accord, mademoiselle Dubois, je suis en route, mais ce sera à mes conditions et mes tarifs. »« Oui, bien sûr, n'importe quoi. » La joie dans sa voix était presque enfantine. Antoine arriva sur les Champs-Élysées une demi-heure plus tard, sous la pluie battante. Clara était là, debout près de la Rolls, trempée, les cheveux collés au visage. Elle semblait si petite, si vulnérable, loin de l'image de la femme puissante et inaccessible. Le contraste était frappant. Il ouvrit son coffre, sortit sa boîte à outils. « Merci Antoine, vraiment. Je ne savais pas qui appeler. » Antoine ne répondit pas, se penchant sur le moteur. Il écouta, toucha, inspecta avec la minutie d'un artiste. Il repéra rapidement le problème, un petit capteur défectueux, un détail que seuls ceux qui connaissaient intimement la voiture pouvaient détecter. Il travailla sous la pluie, ses mains agiles réparant le problème avec une efficacité impressionnante. Clara le regardait, fascinée. Elle n'avait jamais vu quelqu'un travailler avec autant de passion, de concentration. Elle le voyait sous un nouveau jour, non plus comme un serviteur, mais comme un expert, un artisan. La pluie ruisselait sur son visage, mais Antoine ne semblait pas le remarquer, absorbé par sa tâche. « Voilà, c'est réglé. C'était un capteur. Rien de grave, mais ça peut immobiliser la voiture. » Antoine se redressa, essuyant ses mains sales sur un chiffon. « Vous avez réussi? Si vite ?» Elle était incrédule. « Combien je vous dois ?»« 150 €, dit Antoine, sa voix ferme. « Et un taxi pour rentrer. »« Ma voiture n'est pas adaptée pour vous ramener à la villa. » Il prit le billet, un sourire à peine perceptible sur les lèvres. Alors qu'il s'apprêtait à partir, un flash l'éblouit. Un paparazzi, caché dans l'ombre, avait immortalisé la scène. Clara Dubois, la milliardaire, seule sous la pluie, avec son ancien chauffeur mécanicien. La photo ferait les gros titres. Antoine sentit un frisson le parcourir. Le jeu venait de prendre une tournure inattendue. La photo fit en effet la une des magazines People le lendemain matin. Clara Dubois, la milliardaire, secourue par son ex-chauffeur. Une romance inattendue? Le titre était sensationnaliste, mais l'image était parlante. Clara, trempée et vulnérable, et Antoine, penché sur le moteur, l'air concentré et compétent. Le monde de Clara fut secoué. Son père, Philippe Dubois, furieux, la rappela à l'ordre depuis l'étranger. Maxime Valois, jaloux et furieux, l'accusa d'avoir une liaison. Clara, pour la première fois, se sentit acculée. Elle avait toujours contrôlé son image, mais cette photo la montrait sous un jour nouveau, un jour qu'elle n'aimait pas, mais qui révélait une vérité. Elle était seule, et elle avait eu besoin d'Antoine. L'incident de la panne et l'intervention d'Antoine avaient été une révélation pour elle. Elle avait vu sa compétence, sa dignité, son calme sous la pression. Elle avait vu l'homme qu'il était devenu, et elle avait commencé à se sentir honteuse de la façon dont elle l'avait traité. Elle tenta de l'ignorer, de se convaincre que c'était un incident isolé. Mais les problèmes de la Rolls-Royce persistèrent, et son nouveau chauffeur était toujours aussi incompétent. Les rendez-vous importants s'accumulaient, et elle ne pouvait pas se permettre d'être en retard. À contre-cœur, elle rappela Antoine. Cette fois, elle ne le supplia pas, mais le traita avec une politesse forcée. « Antoine, la voiture a encore des problèmes. Je vous propose de devenir mon consultant automobile. Vous venez quand vous voulez, vous réparez ce qu'il y a à réparer, et je vous paie grassement. » Antoine venait à la villa 1 ou 2 fois par semaine, toujours avec la même discrétion. Il réparait la Rolls, mais aussi les autres voitures de la famille, avec la même expertise. Clara l'observait, d'abord de loin, puis de plus en plus près. Elle le voyait interagir avec les autres employés, toujours avec gentillesse et respect. Elle le voyait sourire, rire, et elle réalisait à quel point elle était devenue froide, cynique. Un jour, elle le surprit en train de discuter avec sa petite sœur, Élise, qui était venue le voir à la villa pour lui apporter un repas. Antoine lui montrait le moteur de la Rolls, expliquant le fonctionnement des pièces avec une patience infinie. Élise, les yeux brillants, écoutait attentivement. Clara fut frappée par la chaleur de cette interaction, par la simplicité de leur affection.
Cela contrastait tellement avec la froideur de ses propres relations familiales. Elle commença à poser des questions, d'abord sur la voiture, puis sur son travail, sur sa vie. Antoine répondait avec une franchise désarmante, sans se plaindre, sans chercher la pitié. Il lui raconta l'histoire de son atelier, de ses rêves de menuiserie, de sa mère et d'Élise. Clara écoutait, fascinée. Elle réalisa qu'elle n'avait jamais pris le temps de connaître les gens autour d'elle, de voir leur humanité. Un après-midi, alors qu'Antoine terminait une réparation, Clara s'approcha, une tasse de café à la main. « Antoine, dit-elle, sa voix douce, je voulais vous présenter mes excuses pour la façon dont je vous ai traité. C'était injuste, cruel. Je suis désolé. » Son regard était sincère, ses yeux brillants d'une émotion qu'Antoine n'avait jamais vue chez elle. Antoine la regarda, surpris. Le pardon, c'était inattendu. Il sentit le poids de l'amertume se dissiper un peu. « Vos excuses sont acceptées, mademoiselle Dubois, mais les mots ne suffisent pas toujours. »« Je sais, » répondit-elle, un soupir lui échappant. « Je veux changer, mais je ne sais pas comment. Mon père, Maxime, ils sont tous tellement toxiques. » Elle baissa les yeux, un secret pesant sur ses lèvres. « Et il y a des choses que vous ne savez pas, Antoine. Des choses sur mon père, sur Maxime. Des choses que je ne peux pas dire, mais qui pourraient tout changer. » C'était la première fois qu'elle se sentait vraiment vue, entendue, non pas comme la milliardaire, mais comme une femme vulnérable. « Mon père, il n'est pas l'homme que tout le monde croit, Antoine. Son empire n'est pas bâti sur l'honnêteté. » Elle lui parla du carnet rouge, celui que son grand-père avait commencé et que son père avait continué. Un carnet rempli de noms, de dates, de chiffres, de preuves de toutes les malversations de la famille Dubois. Mon père le garde précieusement. C'est son assurance, mais aussi sa plus grande faiblesse. Il m'a dit que c'était la seule chose qui pourrait nous faire tomber. Il avait eu raison de ne pas se contenter de sa vengeance personnelle. L'humiliation n'était qu'un symptôme d'un mal bien plus profond. « Et Maxime ?» demanda Antoine. Clara soupira. « Maxime est au courant de tout. Il est même impliqué dans certains des montages financiers de mon père. C'est pour ça que je dois l'épouser. C'est un arrangement familial. Mon père a besoin de ses connexions pour blanchir l'argent, et Maxime a besoin de notre fortune pour couvrir ses dettes de jeu. » Elle rit amèrement. « Une belle histoire d'amour, n'est-ce pas? Il le cache très bien. Parfois, perdre tout est le seul moyen de tout reconstruire, » dit Antoine, sa voix douce. « Et je peux vous aider à trouver ce carnet. Je connais cette villa. Je connais les habitudes de votre père, et je connais les secrets que les riches croient bien garder. » Pendant les jours qui suivirent, ils travaillèrent ensemble, discrètement. Antoine, utilisant sa connaissance des lieux et son sens de l'observation, cherchait des indices sur la cachette du carnet. Clara, de son côté, tentait de soutirer des informations à son père et à Maxime, jouant le rôle de la fiancée obéissante. Leurs interactions se transformèrent. Les conversations devinrent plus intimes, plus profondes. Ils parlaient de leurs peurs, de leurs espoirs. Clara découvrit la gentillesse d'Antoine, sa droiture, son intelligence. Antoine, lui, vit la vulnérabilité de Clara, sa force cachée, son désir de faire le bien, malgré les années de conditionnement. Une attraction inattendue, inavouée, grandissait entre eux. Un soir, alors qu'Antoine était à la villa, réparant un problème imaginaire, il remarqua un détail. Une petite marque sur le cadre d'un tableau ancien, dans le bureau de Philippe Dubois. Une marque à peine visible, mais qu'il avait déjà vue. C'était la même marque que celle d'un vieux coffre-fort que M. Henry lui avait montré dans son atelier. Un coffre-fort dissimulé. Il y avait un mécanisme secret derrière le tableau. Il fit signe à Clara, son regard rempli d'excitation. « Le carnet, je crois que je sais où il est. » Clara le regarda, le cœur battant. Le moment de vérité approchait. Mais au même instant, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Maxime Valois se tenait là, le visage déformé par la fureur. « Clara, je savais que tu complotais quelque chose avec ce petit mécanicien. Qu'est-ce que vous faites ici et qu'est-ce que vous cachez ?» Son regard se posa sur le tableau, puis sur les mains d'Antoine, qui s'apprêtait à le déplacer.
Le secret était en danger. La tension dans le bureau de Philippe Dubois était palpable. Maxime, le visage rouge de colère, pointait un doigt accusateur vers Antoine. « Qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous êtes viré. Et toi, Clara, tu complotes avec ce petit chauffeur ?» Son regard, rempli de mépris, balaya Antoine. Clara, d'abord figée par la surprise, se reprit. Une force inattendue l'envahit. Elle n'était plus la jeune femme effrayée. « Maxime, ça suffit. Antoine est ici parce que j'ai besoin de lui. Et ce n'est pas à toi de décider qui je vois ou non. » Sa voix était ferme, sans la moindre trace d'hésitation. « Besoin de lui? Pourquoi faire? Pour fouiller dans les affaires de ton père? Je sais tout, Clara. Je sais que tu as des doutes sur les affaires de Philippe, et je sais que ce type te monte la tête. » Maxime s'approcha du tableau, son regard se posant sur la petite marque. « Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce tableau? » La vérité? Quelle vérité? Ce petit mécanicien se prend pour un détective. Vous n'êtes qu'un pauvre type qui a été viré. Et vous, Clara, vous allez épouser un homme comme moi, pas un moins que rien. Et je n'épouserai certainement pas un homme qui est impliqué dans les affaires louches de mon père. Les pages étaient remplies d'écritures serrées, de chiffres, de noms. Les preuves. C'est ça, murmura-t-elle. C'est tout ici. Au même instant, Philippe Dubois, alerté par le bruit, entra dans le bureau. Son regard passa d'Antoine au carnet, puis à Maxime, son visage se décomposant. « Qu'est-ce qui se passe ici? Clara, le carnet, qu'est-ce que tu as fait? Et je ne laisserai plus personne me manipuler, ni toi, ni Maxime. » Elle tendit le carnet à Antoine. « Il faut que ça s'arrête, il faut que la justice soit rendue. » Maxime, aveuglé par la rage, tenta de l'en empêcher. Mais Antoine, d'un coup de poing sec, maîtrisa Maxime. Philippe Dubois, impuissant, vit son empire s'effondrer sous ses yeux. Clara ramassa les pages, les serra contre elle. Elle se releva, le regard fixé sur Antoine. « Nous avons les preuves, » dit-elle, sa voix emplie d'émotion. « Maintenant, il faut agir. » Antoine hocha la tête, son regard rempli d'une admiration profonde pour cette femme qui avait trouvé le courage de se dresser contre son propre monde. « Oui, Clara, nous allons agir, ensemble. » Les regards de Philippe et Maxime étaient remplis de haine et de désespoir. Ils avaient sous-estimé le chauffeur et ils avaient sous-estimé Clara. La milliardaire arrogante avait trouvé son chemin vers la vérité et le pauvre chauffeur était devenu son allié le plus fidèle. Leur destin était désormais lié. Les révélations du carnet rouge firent l'effet d'un tsunami dans le monde des affaires parisien. Philippe Dubois fut arrêté, son empire démantelé, ses biens saisis. Maxime Valois fut également mis en examen, son nom traîné dans la boue. La chute fut spectaculaire, impitoyable. Clara, en dénonçant son propre père, avait tout perdu, sa fortune, son statut, son nom. Mais elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux, sa liberté, sa dignité et la vérité. Elle n'était plus la milliardaire arrogante, mais une femme humble, forte, qui avait choisi l'intégrité plutôt que le confort. Elle avait témoigné contre son père, affrontant le jugement de la société, les reproches de sa mère, mais soutenue par Antoine. Leur lien forgé dans l'adversité était devenu indestructible. Antoine, lui, était devenu un héros discret. Son atelier prospérait, et il avait même réussi à acheter un petit terrain pour y construire l'atelier de menuiserie dont il rêvait tant. Il avait prouvé que la vraie valeur ne se mesurait pas à la richesse, mais au courage et à l'honnêteté. Clara, désormais sans fortune, sans nom, commença une nouvelle vie. Elle refusa l'argent qu'Antoine voulait lui donner, voulant prouver qu'elle pouvait se débrouiller seule. Elle trouva un petit emploi dans une galerie d'art, mettant à profit sa connaissance du milieu et son goût pour l'esthétique. Elle retrouva le goût des choses simples, des relations sincères. Leur amour, d'abord timide, s'épanouit. Ils s'étaient rencontrés dans l'humiliation et la colère, mais ils avaient trouvé l'un chez l'autre la force de se reconstruire. Clara apprit à Antoine la finesse du monde de l'art, l'élégance de la culture. Antoine lui montra la beauté du travail manuel, la simplicité des joies quotidiennes, la force de la communauté. Ils étaient les deux faces d'une même pièce,
complémentaires, unis. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient main dans la main dans le parc des Buttes-Chaumont, ils virent une jeune femme, les larmes aux yeux, se faire réprimander violemment par un homme en costume. La jeune femme, une artiste de rue, avait accidentellement taché la chemise de l'homme avec sa peinture. L'homme la traitait de moins que rien, la menaçant de la faire arrêter. Clara s'approcha, son regard ferme. « Monsieur, cette jeune femme ne vous a pas fait de mal intentionnellement, et il n'y a aucune raison de la traiter ainsi. » L'homme, reconnaissant Clara Dubois, même sans sa fortune, fut interloqué. « Mais, Mademoiselle Dubois, c'est une artiste de rue, elle est en train de salir l'espace public. »« Elle est en train de créer de la beauté, monsieur, » répondit Clara, un sourire doux sur les lèvres. « Et un peu de peinture sur une chemise n'est rien comparé à la dignité d'une personne. » Elle sortit son portefeuille, tendit un billet à la jeune artiste. « Continuez à créer, mademoiselle. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas à votre place. » Antoine, à ses côtés, posa une main réconfortante sur l'épaule de la jeune femme. Le cycle de l'humiliation avait été brisé, remplacé par un acte de bonté, de compréhension. La douleur passée était devenue une source de force, une leçon de vie. Chers auditeurs, l'histoire de Clara et Antoine nous rappelle que la richesse ne se mesure pas seulement à ce que l'on possède, mais à ce que l'on est. L'arrogance peut masquer la peur et la simplicité peut cacher une force inébranlable. Avez-vous déjà jugé quelqu'un trop vite ? Avez-vous déjà eu le courage de vous dresser contre l'injustice, même si cela impliquait de tout perdre? Réfléchissez à la façon dont vos propres actions peuvent transformer une vie, et comment un simple acte de gentillesse peut briser des cycles de douleur. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en avez pensé. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message d'espoir et de rédemption. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien est précieux et nous permet de continuer à partager ces récits qui touchent le cœur. Merci d'avoir écouté.